Et bonsoir à tous, bonjour, l'émission est rediffusée. Ex-Sport, c'est tous les mercredis soirs et en rediffusion tout au long de la fin de la semaine. Jean-Marc, ça va ? Tout va bien. Un invité exceptionnel, un invité de marque, un invité de choix et on est très heureux de l'accueillir cette semaine dans notre studio ici de Radio Aix-les-Bains. C'est Christophe Lemaître qui est là. Christophe, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien ? Ça va, merci. Ouais. Alors, à Aix-les-Bains, on est très heureux de t'avoir aujourd'hui parce que t'es pas souvent là en ce moment, t'es en période d'entraînement et t'es souvent à l'étranger en stage, c'est ça ? Oui, c'est ça. Là, j'ai fait, on va dire, il y a pas longtemps, un stage de 10-12 jours à Tenerife. Et là, dès demain, je repars pour un autre stage de 9 jours à Majorque. Ce stage à Tenerife, c'était avec tes collègues de l'AS Aix-les-Bains ou avec l'équipe de France? Comment ça s'est passé? Non, c'était vraiment stage, on va dire plus de club avec moi, mon coach, un autre sprinter du club, Pierre-Alexis Pessonneau, et aussi un kiné pour tout ce qui est soins récupération. Donc on était un groupe restreint, mais auquel on a beaucoup bossé, ouais. Alors l'hiver s'est bien passé, Christophe, on sort de la saison en salle, il y a eu ce titre que tu as récupéré sur le 60 mètres. L'année dernière c'était Jimmy Vico qui l'avait eu. Oui, c'est ça, l'année dernière c'est Jimmy, là comme il n'a pas participé à ces championnats de France vu qu'il a fait l'impasse sur la saison hivernale, donc du coup je me suis retrouvé quasiment sans concurrence, donc récupérer ce titre était malgré tout un objectif et pour cet hiver et je suis content d'avoir fait. L'hiver s'est bien passé parce que les autres années des fois il y avait des petites grippes ou des petits pépins, il y avait eu des béquilles. Il y a 2 ans il y avait eu des béquilles. Ouais. Là ça s'est bien passé. Oui, c'est bien passé, l'entraînement hivernal jusqu'à ces championnats de France s'est très bien déroulé, le programme a été suivi à la lettre. C'est vrai que sur 60 ça s'est pas trop mal passé avec ce titre, encore plus sur 200 parce que j'ai carrément explosé mon record personnel qui datait quand même de quelques années, de 3-4 ans, donc je ne m'en souviens plus exactement, donc c'était quand même une bonne saison hivernale qui est prometteur pour cet été, quoi. Oui, ça c'est de bon augure exactement pour cet été. Donc là tu travailles la saison d'hiver, ça sert pour préparer l'été, il y avait des compétitions. Là on travaille vraiment le fond, la caisse, le physique, quoi, c'est ça ? Non, c'est ça, c'est exactement ça. Là on est vraiment plus sur du travail quantitatif, c'est-à-dire des charges de travail qui sont vraiment importantes, beaucoup de répétitions sur chaque exercice, par exemple de musculation et d'autres renforcements musculaires, aussi avec l'habituel travail d'aérobie, d'endurance pour travailler la caisse et des séances de sprint long pour travailler lactique et tout. Donc c'est vraiment une phase essentielle pour préparer l'été, pour être compétitif lors du sprint, le 100 mètres, le 200 mètres, quoi. Ces entraînements, c'est ludique, il y a un côté, mais c'est pas comme au lancer de marteau ou au lancer de poids ou le disque, oui. Où ils disent que c'est quand même des entraînements, c'est pas super joyeux à faire, quoi. Des fois, c'est pas la partie la plus plaisante dans ces entraînements-là. Oui, c'est sûr, c'est une période où c'est que de l'entraînement dur qui plus est, et on est, on va dire, absent, on va dire quasiment en manque de compétition, parce que c'est une période, on va dire, de octobre jusqu'à janvier, et moi plus, encore plus loin, jusqu'à février, où il n'y a pas de compétition, où c'est du travail pur et dur, où en plus des fois dans le froid à l'extérieur, donc des fois c'est assez dur, c'est vraiment la partie c'est-à-dire la moins plaisante du job, de la saison. Ouais, exactement. Alors, on voulait revenir un petit peu, parce que sur Radio Aix-les-Bains, c'est la première fois que tu viens, donc on veut refaire un peu l'histoire avec toi. On veut revenir sur ton parcours et sur les débuts à l'athlétisme. Je crois que c'est donc c'est à l'âge de 15 ans, par là, tu participes à une fête des sports, c'est à Belay. C'est là que tout commence finalement pour l'athlé et pour toi, pour cette histoire entre l'athlé et toi, Christophe. Totalement, ouais, c'est vraiment à ce moment-là où tout a commencé, et lors de cette fête du sport où je faisais un 50 mètres, il me semble, et c'est là que j'ai été détecté, où mon premier coach donc à Belay m'a conseillé de faire du sprint, parce que j'avais fait un temps mais j'avais fait le meilleur temps, quoi, tout simplement, j'avais fait le meilleur temps que toute catégorie, donc c'est pour ça qu'il m'a conseillé de m'y mettre, quoi. Donc à partir de là, tu t'es orienté, tu t'es entraîné quand même un peu à Culose, tu as participé là-bas, il y avait un club un peu d'athlé déjà ? Non, il n'y avait pas un club d'athlé, il y en a un maintenant, mais il s'est fait, on va dire, depuis peu, quoi. Il s'est fait vraiment depuis peu parce que c'était un peu comme si je venais de la base, forcément, comme il y avait beaucoup de jeunes qui le suivaient, donc forcément on a créé une section de Culose rattachée à Aix-les-Bains pour
et ben pour voilà aussi inviter des jeunes à faire de l'athlétisme, mais j'ai plus commencé sur Belay, donc vu que j'ai commencé là-bas, j'ai plus commencé sur Belay, et après au fil du temps je me suis orienté avec Aix-les-Bains, je rejoins le groupe donc de mon coach Pierre Carraz, avec on va dire la structure, toutes les structures qu'il y avait, c'est-à-dire une vraie piste en tartan, une salle de musculation, choses comme ça. Donc là, après c'était on va dire un autre univers, puisque j'étais loin. Du coup j'ai dû faire mes études ici à Aix-les-Bains, continuer mes études ici à Aix-les-Bains, vivre carrément à Aix-les-Bains pour faciliter être présent plus facilement aux entraînements ici, donc c'est vrai que ça. Après, ça il y a eu beaucoup de trajets entre Culose et Aix-les-Bains. C'est ta maman qui t'a suivi, qui t'accompagnait. Là, c'était les périodes avant d'exploser au haut niveau. Il y a eu des périodes où il fallait s'accrocher et venir à les entraînements, tout ça. Et après, rapidement, il y a quand même eu des bons résultats au départemental, régional, mondial. Après, ça a explosé pour de bon. Mais c'est vraiment... il y a toute cette histoire dans le livre, on en entendra parler dans une autre séquence, dans une autre émission avec Sandra, ça sera dans Ex-Pratique. Alors on voulait parler aussi de ton départ là, au niveau c'est le départ, la course de Christophe Lemaitre, c'est ça. Quand on assiste à une course où il y a Christophe Lemaitre, des fois, Christophe, il y a 4 mecs devant, et hop, ça y est, Christophe il accélère, et les 4 mecs devant, ils sont derrière Christophe. Ça, on vibre, il y a de l'émotion, Christophe, ça fait partie du truc. Des fois on se demande, il se laisse pas décrocher exprès pour rattraper derrière. Mais quand même, ce départ, c'est important dans la course, et tu cherches à exploser des starting blocks là pour pouvoir continuer pour pouvoir rivaliser davantage avec les meilleurs mondiaux qui sont avec toi. Donc ça en est où de ce travail des départs, Christophe? Écoutez, ça se travaille, je veux dire, c'est une part importante de la course, c'est vrai. Et c'est vrai que bon, l'année dernière, et même les autres années où j'étais un peu en difficulté et en retrait par rapport aux autres sur cette partie de la course. Après, je délaisse pas les autres parties de la course, je m'entraîne sur toutes les parties, c'est-à-dire le départ, la mise en action, la fin de course. Donc voilà, le départ, bien sûr, c'est quelque chose que je travaille, mais pas au détriment des autres parties de la course. C'est quelque chose que je travaille dans la même intensité que les autres parties de la course, quoi. Alors tu avais modifié un peu ta façon de courir, je crois, c'est il y a 2 ans déjà que ça a commencé ce travail de modifier un peu les pas, je connais pas précisément le chose, mais la technique, tu avais fait une modification un peu, tu en es revenu ou tu y es toujours dans ce travail-là aussi? Non, dans ce travail-là aussi, parce que bon, après, à partir d'un certain niveau, on cherche vraiment les petits détails techniques qui nous font gagner des centièmes, parce que c'est sûr quand on est jeune, il suffit juste de s'entraîner, puis la progression va vite, et à un moment, ça stagne un peu, et du coup, on cherche à modifier les petits trucs qui font que ça va nous aider à grappiller des quelques centièmes qui seront importantes dans une course. Donc après, ce travail, ça prend du temps, parce que du coup, on change un peu nos habitudes, et ça prend du temps à se mettre en place. Alors au niveau des habitudes, il y avait quelques petites mauvaises habitudes alimentaires, je crois, Christophe. Tu mangeais pas de légumes, tu mangeais un peu des petits fast-food, des petites choses comme ça. Maintenant, tu t'astreins à un régime plus diététique, plus en rapport avec tes ambitions sportives. C'est vrai que bon, après que ça c'est aussi le truc, quand on est jeune, des fois on fait pas attention à ce qu'on fait, à ce qu'on bouffe, voilà, on a envie de profiter un peu. Après c'est sûr quand on rentre dans une optique de haut niveau, faut se dire après maintenant ça fait partie aussi des petits détails, des petits détails qui peuvent nous permettre d'être en forme aux entraînements, être en forme en compétition, et qui nous permettent aussi de faire des meilleures performances. Alors tes coachs là, ils sont toujours auprès de toi, Pierre Carraz qui t'accompagne au sommet, et puis il y a Thierry aussi qui est là, il continue aussi. Comment ça se passe avec ce duo d'entraîneurs? C'est très simple, c'est vrai que Thierry maintenant est venu depuis l'année dernière quasiment, et où il s'investit vraiment depuis l'année dernière. Il n'y a pas un système où Thierry va prendre l'œuvre de Pierrot. C'est vraiment trouver la bonne alchimie là. Voilà, une complémentarité entre les deux pour après confectionner les meilleurs entraînements possibles pour pouvoir, comme j'ai dit, chercher les petits détails les petites choses qui font que les entraînements seront vraiment optimum, quoi. Alors les entraînements, à la fin des entraînements, là, l'année dernière, je t'avais vu au stade, tu te plongeais dans une bassine d'eau glacée. Ça, c'est pas d'actualité en période d'hiver comme ça. Enfin, là, on arrive au printemps, mais ça va continuer, ça, ressenti les effets. C'est pour la récupération, je pense. Oui, non, c'est totalement ça, c'est pour la récupération. Et là, c'est vrai que maintenant, j'ai repris là, maintenant cette, on va dire,
On va dire, j'ai retourné dans le bain depuis depuis un petit moment déjà, depuis on va dire, des mois de mars, mois de mars, et même un peu plus tôt, vu que quand je suis parti en stage en Afrique du Sud, bon bah le temps s'y prêtait mieux pour faire ça, mais donc j'avais repris aussi un peu à ce moment-là, mais c'est vrai que c'est vraiment une aide non négligeable dans la récupération, parce que ça fait partie intégrante de l'entraînement, la récupération, et ça permet aussi après d'enchaîner les jours suivants sur d'autres entraînements en étant mieux physiquement, quoi. Ok. Alors les compétitions, la reprise de cette saison estivale, c'est quand ta prochaine sortie en extérieur? Bah maintenant, je vais reprendre le premier week-end de mai avec le premier tour des interclubs à Annecy. Et après, on aura la chance d'avoir la finale 2 semaines plus tard ici à Aix-les-Bains. Donc ça va être bien. On va pouvoir faire la finale à domicile. Entre temps, il y aura le meeting de Tokyo, où ça sera vraiment une première rentrée au niveau international. Ouais. Et ensuite, après la finale des interclubs, direction les Bahamas pour la première édition des championnats du monde de relais. Où on espère, on va essayer dès le début, à gagner retourner sur le podium mondial et peut-être plus de qui ça. Donc justement, en relais, est-ce que tu peux nous donner les prénoms des relayeurs qui sont avec toi? Après... Il y en a au moins 6, il y a 2 remplaçants, je crois. Oui, non, après... Vous êtes une équipe de 5-6, il y a un Lyonnais, je crois, il y a... Après... Biron, c'est le Oui, c'est ça. Après, la compo, je pense qu'on la fera vraiment le lendemain, enfin la veille de la compétition. Ça c'est au coach national de décider ça. Après, il sélectionne toujours un collectif, on va dire, assez important, de 10-11 sprinters, où on travaille quand même ensemble, où on essaie vraiment de faire toutes les configurations possibles dans le relais pour après déjà pour le travailler, puis après si dans l'équipe type il y a des blessures, que les remplaçants ils aient quand même un bagage technique pour prendre la relève, quoi, et qu'ils se retrouvent pas sans rien, quoi. Et pour cette compétition aux Bahamas, donc de relais, c'est ça, il y aura les Américains, il y aura des Jamaïcains, il y aura des gros qui seront déjà là? Normalement oui, parce que j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup d'équipes qui étaient enregistrées, donc bien sûr il y aura Jamaïcains, Américains forcément, il y aura bien sûr les Bahamas qui vont jouer à domicile, notamment je pense au 4x400 des hommes qui avaient fait de très beaux résultats à Moscou l'été dernier, donc ce sera franchement, il y aura un très haut niveau, et il faudra, si on veut que le relais français soit sur le podium, il faudra travailler et être en forme. Est-ce qu'on est les numéros 1 européens au niveau du relais, ou est-ce qu'il y a encore les Anglais qui peuvent nous... Je pense que la place de numéro 1 européen est toujours contestée, parce que je m'en souviens, au championnat d'Europe, on était champion d'Europe. Après 2 ans plus tard, on a cédé nos places aux Pays-Bas. Oui. Malheureusement, et à Moscou, le relais anglais a montré de très bonnes choses. Ils étaient en finale, ils ont montré de très bonnes choses, et donc voilà, c'est le 4x100 chez les hommes, et le niveau est très homogène, et il faut toujours se battre pour rester en haut, quoi. Alors pour cette finale, je reviens à la finale des interclubs, là, après avoir fait ce tour des relais et de cette épreuve, de très grande épreuve aux Bahamas. Cette finale interclub à Aix-les-Bains, grosse ambiance, grosse fête, et surtout on parle peut-être de la présence de Jimmy Vico, Christophe Lemaitre, Jimmy Vico, une finale des interclubs ici à Aix-les-Bains, ça serait énorme. C'est possible ça, Christophe, alors la présence de Vico contre toi à Aix? C'est possible, parce que maintenant qu'il a fini à Montreuil, qui fait partie du groupe élite comme à Aix-les-Bains, et c'est possible qu'il soit aligné sur 100 mètres, et après je pense que moi aussi normalement à chaque finale interclub je suis aligné sur 100 mètres aussi, donc c'est possible qu'il y ait une course entre moi et lui. Après tout dépendra si il décide de faire ses interclubs avec son club. Alors je crois que t'es pas trop fan des athlètes, mais quand même, est-ce que tu as un modèle en athlétisme, en athlétisme et dans le sport en général? Au-delà de l'athlétisme, d'abord dans l'athlétisme et au-delà de l'athlétisme, est-ce qu'il y a des sportifs qui sont quand même pour toi des références?
Après, Carl Lewis par exemple. bah après oui, c'est sûr que lui si on prend lui par exemple, c'est vrai que c'est une référence et c'est même une légende à son époque. C'est par rapport à ce qu'il a gagné, c'est clair qu'il a marqué son temps et c'est vrai que c'est une référence toujours à l'heure actuelle quoi. C'est vrai que même à notre époque, personne ne peut pas connaître Carl Lewis quoi dans le monde de la clé quoi. Donc forcément c'est vrai que c'est une référence, ça c'est sûr. Après difficile. Après, moi, dans ma génération à moi, bah, c'est sûr que la référence actuelle, c'est Bolt, forcément au sprint, forcément avec tout ce qu'il a fait, c'est triplé aux Jeux Olympiques, aux Championnats du Monde, c'est record du monde, bien sûr, donc c'est vrai que c'est la référence absolue à cette époque-là, de cette époque-ci, et peut-être pendant un moment, vu des chronos qu'il a fait, quoi. Alors, j'avais une question que je voulais te poser aussi, c'était pour savoir, bon, cet athlète défraie la chronique actuellement, c'est Oscar Pistorius. Je voulais savoir si tu l'avais déjà côtoyé avant qu'il y ait le drame qu'on connaît, si tu avais déjà couru avec lui, si tu avais participé à des compétitions avec lui. C'est quand même un athlète qui, avant cet épisode malheureux, avait fait de grandes choses. Je voulais savoir ce que tu pensais de cet athlète. Bah, après, en tant qu'athlète, c'est vrai que c'était, on va dire, un athlète qui a beaucoup marqué l'esprit par rapport à être capable de courir avec les valides, notamment aux Jeux Olympiques. Il a fait les Jeux Olympiques avec les valides et avec le handisport. Donc c'est quelqu'un qui avait on va dire des compétences énormes pour être capable d'être au même niveau que des valides. Et c'est vrai que rien que ça, c'était incroyable. Ça prouve que ça pouvait donner espoir à des handisports, que malgré le fait qu'ils aient un handicap quel qu'il soit, être capable de s'ils donnaient les moyens, d'être au même niveau que des valides. Et ça, c'était une image forte, ouais. Ouais. Il s'était hissé jusqu'à des demi-finales, je crois, de compétitions importantes, des championnats du monde. Alors, également, je voulais voir Asafa Powell qui a été là contrôlé, enfin suspendu. Quelle est ton opinion sur ça? C'est plutôt une question voilà, sur le dopage. Ouais. En général, qu'est-ce que tu as... Bah après, c'est... Il y a deux choses, en fait. C'est que déjà, c'est une mauvaise nouvelle pour l'athlétisme mondial en général, parce que ça donne une mauvaise image, forcément, surtout d'un gars qui était médiatiquement très connu, qui était ancien recordman du monde sur 100 mètres, et qui a couru vraiment un nombre incalculable de fois en dessous des 10 secondes. Donc c'était vraiment un gars très médiatique, et c'est sûr que là, l'image de l'athlétisme mondial en prend un coup. Après, en même temps, ça prouve que personne n'est épargné, quoi. C'est-à-dire que tout le monde peut être pris pour dopage, aussi bien des gens, des athlètes méconnus que des athlètes d'un calibre comme Asafa Powell, et que personne n'est protégé. Et ça, c'est une bonne chose que l'IAF et l'Agence mondiale antidopage soient capables de prendre des gens de ce calibre-là. Est-ce que tu crois qu'à un certain âge, certains athlètes, comme ils voient qu'ils ne peuvent plus progresser, c'est son cas puisqu'il a 31 ans, il pense qu'il peut plus progresser, alors il a cette solution de facilité entre guillemets. Est-ce que dans ton avis c'est tentant ou pas à leur âge? Toi tu n'as encore pas 30 ans, mais voilà. Est-ce que tu crois que c'est tentant Après c'est une raison parmi tant d'autres. Après le dopage, il y a des raisons diverses et variées du pourquoi on veut recourir au dopage, quoi. Et après, je ne connais pas les raisons du pourquoi par rapport à Powell. Ça, je pense qu'il y a que lui qui le sait, ou peut-être pas d'ailleurs, mais c'est vrai ça peut être une des raisons, oui, ça peut être une des raisons, mais vraiment il y a beaucoup d'autres raisons du fait pourquoi on doit se doper, quoi. Alors, tes objectifs, ton gros objectif, en fait, c'est les JO de 2016, je crois, c'est ça? C'est Rio 2016, non? C'est ça, oui. Mais avant, donc, il y a cette année, l'objectif, c'est de reconquérir 3 titres européens. Ça va se disputer où, ce championnat d'Europe, cette année? Alors, ça tout près, à Zurich, en Suisse, donc ça va être... c'est pas loin, donc c'est bien, ça va juste à côté. Donc après l'objectif, reconquérir les 3 titres sur 100 mètres, 200 mètres, et avec bien sûr le relais 4 fois 100 mètres, comme à Barcelone il y a 4 ans, quoi. C'est un objectif qui est quand même relevé. Il y a des nouveaux coureurs qui arrivent, des sprinteurs qui arrivent donc sur la ligne de départ. Est-ce qu'il y a des nouveaux clients là que tu crains au niveau européen? Après il y
c'est vrai que maintenant il y a beaucoup de clients. Il y en a, je pense que même que sur 100 mètres, ce sera encore plus relevé qu'il y a 4 ans, même qu'il y a 2 ans. Parce que bien sûr, il y a l'ascension de Jimmy Vico, il y a l'anglais James Dassaulou, qui l'année dernière est descendu au-dessus des 10 secondes et qui était en finale aussi des championnats du monde à Moscou. Après, il y a aussi un autre arrivant, Richard Kilty, qui est champion du monde du 60 mètres en salle cet hiver. Après, sur 200 mètres, il y a aussi un nouvel concurrent anglais, Adam Gemili, qui arrive en finale des championnats du monde sur 200 mètres à Moscou, qui est en dessous des 20 secondes. Donc il y aura beaucoup de concurrence sur les deux distances, oui. Donc c'est vrai que ça va être très relevé, oui. Ok. Alors je reviens sur ces meetings. Je voulais savoir si tu allais participer à beaucoup de meetings cette année de la Golden League, c'est ça? Est-ce que la Golden League peut être un objectif, une saison qui peut être de transition? Est-ce que ça peut être un objectif? Pour moi, la Diamond League, non, c'est pas un objectif vraiment de la gagner, parce que j'y participe à seulement certaines meetings juste parce qu'il y a la concurrence. C'est là où on peut trouver la meilleure concurrence possible pour essayer d'essayer de faire un chrono et acquérir, on va dire, de l'expérience en vue de cet été, quoi. D'accord. Mais c'est vrai que pour moi, la gagner, non, ce n'est pas un objectif comme deux athlètes. Par exemple, Renaud Avini, il les fait quasiment toutes pour la gagner, quoi, aussi. Donc c'est pour ça que moi de mon côté c'est pas un objectif. Moi les objectifs c'est vraiment progresser pour gagner l'objectif principal. C'est ça exactement, ouais. L'entraînement là, maintenant il fait beau, c'est beau, plus de problème. Tu t'entraînes à Aix ou en Espagne. Est-ce que tu as quand même utilisé cette salle de Lyon là? Je crois qu'il y avait une salle à Lyon avec ce qu'il fallait, quoi. Oui, j'ai utilisé une fois ou deux, et c'est vrai que c'est une très belle piste indoor, oui, ça c'est sûr, oui. C'est un bel outil qu'on a la chance d'avoir dans la région aussi pour les entraînements et les compétitions aussi, parce qu'il y a des compétitions qui se déroulent là-dedans, et c'est quelque chose de très utile quand on doit faire des entraînements de sprint et qu'il fait froid dehors et que c'est difficile de faire du sprint quand il fait très froid, quoi. Au niveau d'Aix-les-Bains, est-ce que toi tu vois, et au niveau même pas que d'Aix-les-Bains, de la France, enfin partout où tu vois qu'il y a de plus en plus de jeunes qui se mettent à l'athlé, qui se mettent aux 100 mètres, parce que Christophe Lemaître, il y a eu un engouement et que maintenant t'as donné l'envie d'aller vite, quoi. Tu y vois ça? Après de plus de gens sur le 100 mètres, je sais pas. Après, je sais qu'il y a un engouement au niveau de l'athlétisme. Et, la Fédération française nous dit qu'à chaque année, on a un nombre de licenciés qui augmente. Donc c'est bien pour l'athlétisme, parce que ça prouve que non seulement l'équipe de France, pas seulement moi, mais l'équipe de France fait des résultats, ce qui est vrai. Et en plus, je pense que on a une bonne image, parce que voilà, on a un groupe qui a des objectifs, qui ont pas peur d'annoncer des objectifs et qui se prennent pas la tête, surtout parce que moi je m'entends bien et surtout on s'entend bien avec tout le monde. C'est que je veux dire, on s'entend tous bien les uns que les autres. Il y a pas des gens qui, on va dire, mis à part, mis de côté, où il y a pas des différents groupes comme on peut voir par exemple à l'école ou choses comme ça. Ouais. On est vraiment un vrai groupe uni où on se soutient mutuellement, et c'est quelque chose de bien. Je pense que c'est ça ce que les gens aiment, et c'est pour ça qu'on a toujours un engouement sans cesse croissant. Alors justement, toi tu fais un sport, on va dire individuel quand tu es sur le 100 mètres, sur le 200 mètres, c'est énorme. On voit que tu mets sur le même niveau quand tu es sur le 4x100. On voit que l'aspect équipe te plaît. Donc j'ai lu ton livre, j'ai vu que tu avais fait du handball. D'ailleurs, t'étais brillant, t'étais rapide. C'était surtout au foot, on faisait la passe, toi t'allais vite et tu marquais. Mais sinon, au handball, le coach il te faisait pas trop jouer les matchs, donc tu t'ennuyais. T'as lâché le handball après. Mais voilà, cet aspect équipe, c'est quelque chose que tu ne rabaisses pas en tout cas. Non, bien sûr, surtout que comme j'ai dit, voilà, on est dans un groupe où on s'entend tous très bien, hein. On s'entend tous très bien, et puis surtout avec le relais, forcément, quand on est dans un groupe de sprint où on se voit plusieurs fois dans l'année, dans les compétitions ou dans les rassemblements relais pour travailler les relais, c'est clair qu'après il y a une entente qui se fait, et après c'est quelque chose où on a envie de se donner à fond, parce que quand on voit tes camarades, tes coéquipiers qui se donnent à fond, t'as envie de te donner à fond aussi, pour rien que pour respecter le travail qu'ils font pour le projet de relais, quoi. Donc c'est sûr que t'as envie de t'investir dans ce projet. On sent que tu es autant content, heureux d'avoir une médaille d'or
pour avoir réussi le 4x100 au championnat d'Europe, par exemple, que d'avoir la victoire en solo au 100 mètres. Ça, c'est... Il préfère avoir les fort. deux, voire les trois. Oui. Hein. 100 mètres, 200 mètres et 4x100. Bah c'est sûr, oui, si on peut avoir tout, c'est bien. Mais après, c'est clair que une victoire par équipe, c'est toujours quelque chose, on va dire. Voilà, c'est différent d'une victoire individuelle, c'est sûr, parce que là, t'as la joie du collectif aussi. Voilà, t'as le bonheur de tous tes coéquipiers et t'es content d'avoir réussi quelque chose pour tes camarades, quoi. Donc c'est bien. Oui, surtout que tu commences par le 100 mètres, après tu fais le 200 mètres, et puis on finit les championnats par le 4x100. Et c'est l'apothéose si on a gagné. C'est ça en gros. Ouais, c'est ça. En plus, c'est finir sur bonne note, quoi. Puis c'est vrai que c'est une épreuve vraiment où il y a plus d'émotions, et surtout plus de pression au départ, parce qu'on se dit que si on foire, c'est l'équipe qu'on fait foirer et pas que nous. Donc des fois la joie peut être immense, comme des fois la défaite dure à encaisser, quoi. Ouais. Alors on parle d'équipe, mais on peut parler aussi d'équipe de France, et donc il y a aussi un fer de lance dans l'équipe de France, c'est Renaud Lavillenie. Tu le connais, comment vous vous entendez, vous voyez un petit peu, ou chaque fois qu'il y a de rassemblement d'équipe de France, mais autrement, comment t'as perçu son exploit? Non, Renaud Lavillenie, c'est quelqu'un que, bien sûr, que je côtoie régulièrement en compétition ou en sélection avec l'équipe de France. Donc oui, c'est quelqu'un on se connaît, on s'entend bien tous les deux, et puis c'est vrai que son exploit lorsqu'il a fait son record du monde à 6m16 à Donetsk, en plus devant l'ancien record commun du monde, Sergei Bubka, voilà, c'était vraiment quelque chose de fort. Après, moi de mon côté, je l'ai vécu, on va dire, assez normalement, parce que personnellement, je savais qu'il avait le potentiel de faire une performance comme celle-là. La plus grosse surprise pour moi, c'est qu'il la fasse aussitôt à ce moment-là, à cette période-là de la saison, quoi. On va parler maintenant qu'on a parlé d'athlétisme, on va parler d'autres sports. Alors là, on a parlé un petit peu de handball, on a parlé de foot. Est-ce qu'on peut savoir au niveau du foot, est-ce que tu suis un peu la Ligue 1 et je crois que tu aimes bien l'Olympique de Marseille, je crois. Ouais, c'est ça, c'est le club que je suis, donc depuis le collège quasiment, ouais, donc ça fait depuis quasiment 10 ans, et c'est vrai que je suis beaucoup le foot parce que on est dans un club d'Acutus, j'ai beaucoup de collègues qui suivent le foot aussi, qui supportent des clubs différents. Il y a au moins des supporters de 5-6 équipes différentes dans notre club. Et puis bon, moi je suis un passionné de sport. Maintenant que je suis dans l'équipe de France, maintenant que je suis dans le haut niveau aussi, je suis beaucoup tous les sports, et c'est vrai que le foot en fait partie aussi. Alors cette équipe de Marseille, j'ai vu que à chaque fois que tu étais allé au Vélodrome, il y avait une défaite, je crois. Alors est-ce que tu as retourné depuis, il y a une victoire ou pas? Ou alors ça va se faire bientôt, mais... Je crois que non, je suis allé qu'une fois, et bon, au Vélodrome, mais ils ont perdu aussi, donc ça compte quand même. Et puis en plus c'est vrai que à chaque fois que je suis allé les voir, c'était soit à Gerland ou à Saint-Etienne, ils ont pas gagné. Ils ont fait au pire match nul, mais ils ont pas gagné. Donc c'est vrai que je dois apporter la poisse, je pense. Bon, ils vont changer de coach là apparemment, et puis ils vont recruter un peu mieux, quoi. Ils sont pas si mal que ça au classement, hein, 5-6e. Oui. Alors les autres sports, je crois que tu suis aussi le hockey. T'aimes bien le hockey sur glace, je crois. Ouais, c'est vrai. J'ai suivi. C'est un peu plus récent, ça fait depuis l'année dernière. Donc c'est quelque chose que on va dire que j'ai découvert vraiment, et que j'ai pris goût à regarder et à aimer, ouais. Oui, Briançon, les champions de France. Hein. Oui, ça j'ai vu, ouais. D'accord. Est-ce que tu es toujours fan de jeux vidéo? Par un moment, ton coach disait que tu jouais peut-être un peu trop. Est-ce que tu joues quand même encore un petit peu? T'as encore un peu de temps pour y jouer? Et tu joues à quoi? Ah si, moi je joue encore, oui, bien sûr. Moi c'est quasiment tous les jours, parce que bon, après des fois quand j'ai du temps libre, c'est vrai que j'en profite un peu pour y jouer, quoi. Après, moi je suis un gars qui joue à tout, quoi. Moi j'ai pas de type de jeu préféré, on va dire. Moi je touche vraiment à tout, comme jeux d'aventure, jeux de baston, jeux de voiture, jeux de sport, n'importe. Moi je suis très ouvert là-dessus aussi, donc il n'y a pas de problème. Bon, sinon tu occupes ton temps libre comment? Sur Aix-les-Bains, là, il y a des choses des activités que tu fais un peu?
Bah après sur Aix-les-Bains, après c'est... Tu fais du vélo maintenant peut-être aussi. Hein. Ouais, mais ça c'est depuis pas longtemps ça. Et puis bon, j'en fais juste pour me déplacer, pour éviter de prendre la voiture. Donc ça. Mais après, en général, quand je fais des activités sur Aix-les-Bains, c'est en général surtout avec on va dire les collègues de l'athlétisme, quoi. C'est vraiment avec mes partenaires de club. Je préfère beaucoup faire des choses avec mon groupe que faire les choses seul, quoi. Alors au niveau des soins, je reviens aux soins. Est-ce que tu es allé au terme? Je crois tu pouvais utiliser un peu l'espace bien-être ou les soins, les massages, des remises en forme. Ça fait du bien, ça. Tu le fais ou pas un peu? Moi, beaucoup moins que les autres parce que mes collègues d'Aix-les-Bains, parce que eux, ils y vont, je crois, quasiment tous les dimanches. Moi, en général, le dimanche, mis à part l'entraînement le matin, je préfère rester tranquille parce que bon, voilà, c'est quasiment le seul moment de la semaine où voilà, j'ai un peu plus de temps pour moi et je préfère vraiment rester rester tranquille, me reposer tranquillement chez moi que d'aller au terme, quoi. Tu as augmenté l'entraînement à 2 grosses séances quotidiennes, non? C'est pas ça qui était prévu? Bah là, en ce moment, si, il y a des séances où des fois je m'entraîne un peu le matin, mais enfin le principal entraînement c'est souvent toujours le soir comme d'habitude. Mais des fois ça m'arrive de faire des choses le matin. En général c'est plus footing, étirement et un peu une remise on va dire pas une remise en forme, mais des séances qui permettent de récupérer pour enchaîner sa séance de l'après-midi, quoi. Alors, est-ce que tu as encore des représentations de prévues en dehors des compétitions où tu t'alignes? Est-ce que il y a eu le livre qui est sorti, donc tu as fait beaucoup de dédicaces, choses comme ça. Est-ce que là, ça continue, tu continues d'être beaucoup demandé même par les entreprises ou les sponsors, les partenaires? Non, pour le moment, c'est assez tranquille parce qu'on sait très bien maintenant, notre programme, on a un programme un peu chargé au niveau de l'entraînement. Donc on essaie vraiment de limiter tout ça pour vraiment rester axé sur l'entraînement et de faire ces représentations vraiment dans des périodes creuses, quoi. Ouais, c'est vrai que tu as beaucoup fait cet hiver quand même, hein. Il y a eu une belle promo et il y a eu beaucoup de choses autour de ce livre, justement aussi. Tu as été content de sortir ce livre et tu as fait beaucoup de dédicaces pour ce livre. Ouais, c'est vrai, j'en ai fait quelques-unes. Bon, après, je suis beaucoup resté dans la région parce que bon, on voulait pas gaspiller une journée et même annuler un entraînement juste pour ça, parce que comme j'ai dit, l'entraînement c'était vraiment je voulais vraiment rester axé sur l'entraînement. Mais sinon après, oui, j'étais quand même content de voir que ce livre beaucoup plu aux gens, parce que j'ai eu beaucoup de retours sur par exemple les remarques que les gens m'ont faites en face, ou par exemple sur des messages que j'ai eu sur mes réseaux sociaux, me disant que ce livre là avait beaucoup plu. Donc j'étais très content des retours que j'ai eu et c'était très bien, quoi. Oui, il y a eu un bel accueil pour ce livre. Et puis là dernièrement, tu t'étais engagé donc dans la lutte contre le harcèlement à l'école, c'est ça? Il y a eu une grosse campagne médiatique. Comment ça s'était passé? Tu peux nous rappeler? C'était le ministère qui t'avait sollicité? Ouais, c'est ça. Donc c'était le ministère de l'Éducation qui m'avait donc demandé de faire un sorte de clip pour la campagne publicitaire de harcèlement à l'école avec d'autres personnes, notamment avec Chimène Badi, pour faire ce clip contre le harcèlement à l'école, vu que elle et moi on avait aussi vécu à peu près ça quand on était jeunes. Alors, à propos de l'école, ce que je voudrais savoir, et certains auditeurs voulaient savoir, est-ce que tu étais bon en français ou en maths? Qu'est-ce que tu préférais comme matière? Qu'est-ce que je préférais comme matière? Moi, j'aimais beaucoup l'histoire. J'adorais ça, l'histoire. Notamment l'histoire sur les guerres mondiales, donc la première et la deuxième, parce que j'aimais beaucoup l'histoire des guerres. Et moi, c'était mon cours préféré. Après, il y avait la géographie aussi, parce que maintenant tu la connais, la géographie, t'es obligé pour oui, tes déplacements. Oui, c'est sûr. Mais aussi. Est-ce que l'anglais, tu faisais un peu d'anglais, tu parles maintenant anglais ou pas? Maintenant, oui, mais à l'époque, c'est vrai que il y a un truc que je regrette, c'est vraiment que j'ai pas vraiment travaillé l'anglais, parce que à cette période-là, parce que ça m'intéressait pas du tout, parce que vous savez, quand on est jeune, on se dit que l'anglais, on sait pas si on aura la chance de la pratiquer un jour, quoi, si ça va nous servir. Et là, que si j'aurais su que ça me servirait autant, j'aurais peut-être pu travailler au collège et ça m'aurait bien servi, quoi. Et maintenant, tu t'y es mis et ça va mieux quand même en anglais. On doit régulièrement répondre à des interviews
en anglais aux journalistes en anglais. Bah oui, mais non, on va dire qu'on n'a pas vraiment le choix, on va dire maintenant. C'est quand on est à haut niveau, et on n'a pas le choix on n'a pas d'autre choix que d'apprendre l'anglais pour toutes les situations étrangères, on va dire. Alors quand tu vas à Majorque, aux Bahamas, à Majorque ou au Tenerife, ils parlent espagnol, plus espagnol qu'anglais? Ou est-ce qu'ils parlent aussi anglais et ils parlent les français? Ils parlent les 3 langues? Ouais, parce que c'est une île où vraiment il y a beaucoup de langues. Bien sûr, c'est une île espagnole, mais on croise beaucoup d'autres personnes. On croise beaucoup de Français aussi qui vont en vacances là-bas. On croise aussi beaucoup d'athlètes allemands qui s'entraînent là-bas aussi. Il y a beaucoup des athlètes allemands qui viennent s'entraîner là-bas. Donc c'est vraiment un endroit où on peut croiser différents types de personnes, quoi. Alors, quelle est la personne la rencontre qui t'a le plus marqué dans tous ces voyages, dans toutes ces rencontres? Maintenant, tu voyages à travers le monde, tu côtoies quand même le gratin des personnalités et du show business ou du sport. Quel est celui qui t'a le plus marqué, quoi? T'as pas vu Barack Obama, je crois encore, mais non, ça viendra peut-être. Est-ce qu'à Moscou, t'as rencontré Poutine? Non, c'est Poutine qui s'appelle. Déjà, tu côtoies Usain Bolt, c'est quand même une légende aussi, mais hormis lui, est-ce qu'il y a quelqu'un de marquant, quoi? C'était difficile à dire parce que bon, après, avec tous les voyages qu'on fait, les voyages qu'on rencontre, c'est difficile des fois de mettre une tête dessus. Et après, moi je m'en souviens, il y avait un truc qui avait marqué, c'est on se souvient après Barcelone. C'était avec l'équipe de France qu'on se retrouve à l'Elysée devant à l'époque l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, où il nous avait tous invités. Ça c'était quelque chose d'énorme parce que je pensais pas que j'allais faire partir de ces personnes qui avaient le droit c'était à l'Elysée alors. C'est ça exactement. C'était un truc on s'y attendait pas, quoi. Juste en gestion de carrière, bon là pour le moment c'est l'athlétisme. Est-ce que tu as déjà pensé de l'après-carrière? Qu'est-ce que tu envisages de faire? Qu'est-ce que tu as toujours rêvé de faire au niveau du travail que tu voudrais faire par la suite? Est-ce que tu as déjà envisagé? Est-ce que tu as déjà une idée? Oui, j'ai quand même déjà plein d'idées. Par exemple, déjà essayer de rester dans l'athlétisme. Essayer bien sûr d'après... Après, je ne sais pas comment exactement, mais toujours rester parce que bon, là, on va dire maintenant c'est mon monde, c'est un monde que j'adore, que j'affectionne vraiment et qui me plaît énormément. Après, bien sûr, si ça se fait pas, moi j'aime beaucoup, on va dire, tout ce qui est dans le thème de l'énergie renouvelable. C'est vraiment quelque chose qui me passionne aussi. Et puis après, j'ai un projet personnel qui est un peu basé sur ce que j'ai on va dire comment je suis arrivé à l'athlétisme, ça veut dire grâce à une détection, et je vais essayer de créer, on va dire à peu près reprendre le même concept mais vraiment à une plus grande échelle pour vraiment détecter des jeunes pour les faire éclore, les futurs talents, quoi. Ouais, c'est ça, en gros c'est ça, mais vraiment pas que dans une ville, mais vraiment dans un plus vaste rayon, peut-être au niveau régional, national, pourquoi pas, et puis vraiment dans des endroits, on va dire, pas forcément aussi attends, peut-être pas dans les grandes villes, mais vraiment dans des, je dirais grossièrement des pâtes à paumer, mais... Aller les chercher là où ils sont, ouais c'est ça, voilà. Parce que c'est ce que tu dis aussi dans ton livre, c'est que tu fais la remarque très justement, c'est que toi, t'es allé à cette journée, on t'a détecté, mais sinon, au handball, ils te faisaient pas jouer les matchs, et puis dans les sports de PS au collège, personne n'avait vraiment remarqué que t'allais vite et que tu pouvais aller vite et t'orienter sur... Personne t'a orienté à ce moment-là sur la piste, quoi. Ouais, c'est ça, donc je vais essayer vraiment de... Comme dire, aller chercher on va dire peut-être des futurs talents en athlétisme là où ils sont et les orienter vers peut-être pas forcément du sprint, mais peut-être vraiment tous les domaines de la clé, c'est-à-dire au lancer, au demi-fond, peut-être la marche, le marathon, le trail, vraiment tous les sports tous les domaines de l'athlétisme. Et puis après, si ça marche bien, vraiment faire ça mais vraiment dans tous les sports, au foot, au basket, juste comme ça, c'est vraiment voilà un beau projet. Voilà, c'est énorme. On te souhaite bonne chance pour ce projet. C'est un beau projet et Christophe Lemaître. Il n'y a pas de raison que ça se fasse pas. Mais pour l'instant, c'est une carrière qui est encore longue et il y a encore beaucoup de choses à faire, à réaliser, des exploits. Il y a encore beaucoup de championnats à gagner. Voilà, c'est ça. Voilà. Christophe, on te remercie beaucoup pour ce passage dans Ex-Sport. Merci beaucoup d'être venu. Au revoir, merci.